Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo... Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau jeudi du marxisme, donc toujours en ligne puisque nous sommes toujours en période Covid. Donc nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas, la tendance marxiste internationale. Donc nous sommes des marxistes, léninistes, trotskistes et nous sommes présents dans le monde entier. Et donc pendant la période Covid, nous présentons en ligne un sujet. Donc, le sujet de cette semaine, c'est les agressions sexuelles. Pourquoi sont-elles omniprésentes sous le capitalisme? Alors, je vous explique comment va se dérouler cette activité. Mathis et moi, nous allons vous présenter ce sujet et ensuite, vous pourrez intervenir, poser vos questions, vos témoignages ou ce que vous avez envie de dire. Voilà, nous allons entrer maintenant dans le sujet. Hein. Donc, le 25 novembre serait la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Depuis le début de l'année, donc cette année 2020, en Belgique, 17 féminicides ont eu lieu. Le dernier datant du mois d'octobre, c'est une femme qui s'est fait poignarder en rue par son ex-mari. En 2019, ce chiffre s'élevait à 24 et en 2017 à 43. Alors, les agresseurs sont le plus souvent, ce sont des personnes connues, ce sont des ex-conjoints, ex-partenaires, donc des victimes. Mais ces féminicides ne sont qu'une partie, la partie immergée de l'iceberg, qui est le sexisme et ses conséquences, notamment les violences conjugales. Chaque année, 45 000 plaintes pour violences conjugales sont enregistrées par les parquets, en sachant qu'elles sont loin d'être dénoncées. Nombreuses sont les femmes qui n'osent pas, par peur de représailles de la part du conjoint, n'osent pas aussi parce que dans certains milieux, on ne peut pas parler de ça. Et donc, pour différentes raisons, donc ce chiffre est certainement en dessous de la réalité. La société actuelle donc, baigne dans les violences sexistes et sexuelles. En Belgique, donc, 4 plaintes pour viol sont enregistrées chaque jour, ce qui est énorme. Et encore, comme je vous l'ai expliqué, ça doit être aussi un chiffre sous-estimé parce que tout le monde n'ose pas porter plainte. Donc, il ne reflète certainement pas la réalité, on doit être bien en dessous. Il est très difficile de savoir quelle est l'ampleur exacte de ces agressions, mais elle est très certainement bien supérieure donc, aux plaintes. Selon Amnesty International, en 2014, en Belgique, 24,7% se sont fait imposer des relations sexuelles forcées par le partenaire ou conjoint. 7% par un supérieur hiérarchique et 13% se sont fait violer par quelqu'un d'autre que leur partenaire. Il y a encore peu, le viol conjugal, ça n'existait pas. Cependant, si ces victimes de violences sexuelles sont en très grande majorité des femmes, ce n'est pas toujours le cas. Donc, en effet, il y a des hommes qui peuvent aussi être victimes, et particulièrement lorsqu'ils sont mineurs ou LGBTI. Par exemple, en Belgique, 86% des viols recensés concernent des mineurs et ils ont le plus souvent lieu dans les familles ou dans le cadre scolaire. Certaines études estiment qu'une femme sur 10 a subi un viol ou une tentative de viol avant ses 18 ans. Et ce ne sont que des études. Donc, moi, je rappelle que concernant ce sujet, en général, les chiffres sont bien en dessous, à mon avis, de la réalité. Donc, dans la plupart des cas, 80% des agresseurs sont connus par les victimes. Et dans 75% des cas, ils ont fait plusieurs victimes. Donc, ils ne se sont pas limités à une seule personne. Alors, on ne dit pas non plus, notre propos n'est pas de dire que tous les hommes sont des violeurs, certainement pas. Nous cherchons simplement à montrer que les viols ne sont pas le fait de certains illuminés, de certains fous qui récidivent régulièrement, qui sont cachés dans les ruelles à attendre sa victime au coin de la rue. Non, c'est bien souvent dans le foyer, dans la cellule familiale que ça se passe.
Donc, le viol est un phénomène à grande échelle. Victimes comme agresseurs, ben, on les trouve partout dans la société. Et souvent, ce sont des personnes dont on ne se doute même pas. On est parfois très surpris quand on apprend, ah, mais voilà, telle personne est un violeur. Donc, c'est un phénomène social massif. Alors, heureusement, les violences sexistes ne se limitent pas aux féminicides, aux viols et aux violences sexuelles. Le harcèlement sexiste, que ce soit dans la rue, au travail ou à l'école, il est omniprésent. Ben, quand je voulais dire, heureusement, je voulais dire simplement, c'est pas simplement qu'on va jusqu'à les extrêmes. On peut dire sans trop s'avancer qu'à peu près la totalité des femmes en ont déjà vécu ou vivent aujourd'hui. Rares sont les femmes qui peuvent dire « moi, je n'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là ». Elles sont peu nombreuses. En Europe, 60% des femmes disent avoir déjà subi du sexisme au travail. Alors, d'un point de vue marxiste, Mathilde, est-ce que tu pourrais nous dire d'où viennent les violences sexistes et comment les combattre? Alors, oui, donc je pense qu'avant de poser la question de la violence sexuelle, on doit d'abord se poser celle de la violence en général, hein. Euh, en fait, on est dans une société qui semble baigner dans la violence, hein. Donc évidemment les violences sexuelles, mais aussi les guerres, le terrorisme, les violences racistes, les violences policières, les violences entre personnes aussi. Et bon, bah, évidemment, cette violence prend des formes qui sont, ou peut prendre des formes qui sont systémiques, comme les violences sexistes et sexuelles. Mais donc oui, c'est bien d'abord de se poser la question de la violence. Donc, je pense que la première chose à dire, c'est que la violence ne vient pas de nulle part, hein. Elle n'est pas non plus le résultat de la nature humaine. En fait, la violence doit être comprise en lien avec la société dans laquelle elle se développe. C'est-à-dire, dans notre cas, ben, une société divisée en classes sociales, antagonistes, euh, et plus précisément, ben, une société capitaliste. En fait, la violence et le désespoir ben, naissent du besoin matériel. Pour beaucoup de gens, ben, le capitalisme, ça signifie une vie de misère sans fin, l'aliénation produite par des journées de travail écrasantes dans des conditions misérables, elle produit des personnes en fait terriblement dérangées, et puis surtout la concurrence en fait entre les travailleurs pour avoir un logement, pour avoir un emploi, eh bien entraîne la division et la violence entre les travailleurs et travailleuses. Et donc, je pense que personne ne devrait être étonné que le capitalisme, un système d'exploitation et de violence systématique, ben, s'accompagne d'une culture de la violence. Et aujourd'hui, on peut même encore ajouter que le capitalisme est en crise organique et donc ce qui entraîne en fait une instabilité économique, politique et sociale. Et donc ça oblige finalement en fait la bourgeoisie à se maintenir de plus en plus à travers la répression directe et donc une violence directe de l'État. Et est-ce que tu pourrais nous parler du statut de la femme dans la société? Oui, donc en lien avec les violences sexuelles, donc en fait pour savoir d'où elles viennent, pour savoir comment les combattre, il faut se poser la question de d'où viennent les violences sexuelles. Et bon, nous en tant que marxistes, on a une vision matérialiste du monde. Ça signifie qu'on ne pense pas que les idées viennent de nulle part, mais qu'elles ont une base matérielle. Et donc ça veut dire qu'on ne pense pas qu'il faut rechercher la cause des violences sexuelles ou, ou, ou de la, oui, ou de la vision des femmes partagées dans la société, dans les idées ou dans la religion, mais en fait dans les rapports réels qu'ont les individus entre eux, qu'ont les hommes et les femmes. Et donc, comme les chiffres que tu as cités ben, le montrent, la majorité des violences sexistes et sexuelles ont lieu dans le cadre familial. Et donc, en effet, on pense que pour comprendre l'oppression des femmes, pour comprendre les violences sexuelles et sexistes, eh bien, on doit comprendre ce qu'est la famille et c'est quoi son rôle dans la société actuelle. Alors, bon, la famille, elle n'existe pas depuis toujours, hein, mais elle remonte à quand même plusieurs millénaires. À l'époque du néolithique, en fait, avec l'apparition de la propriété privée et de la division de la société en classes antagonistes. En fait, la famille, c'est le lieu de la reproduction de la force de travail, et donc ce travail reproductif repose en grande majorité sur les épaules des femmes. Mais celles-ci ne reçoivent pas de salaire en échange, et donc elles deviennent économiquement dépendantes de leurs compagnons. Et ce système, évidemment, s'entretient.
les femmes gagnant généralement moins que les hommes, eh bien, elles seront plus enclines à accepter des temps partiels ou des pauses carrières ou à arrêter de travailler pour s'occuper des enfants ou d'autres tâches ménagères, reproductives, afin de limiter la diminution des revenus du foyer, quoi. Et puis aussi, bon, l'idéologie dominante et la socialisation sexiste jouent un rôle. Les parents ont plus souvent tendance à offrir à leur fille une poupée ou une cuisine en plastique et à leur garçon une boîte à outils en plastique. Et bon, un autre exemple, c'est les publicités qui représentent les femmes comme des objets sexuels. Donc, l'oppression des femmes, on pense que c'est le résultat en fait de ce travail reproductif et de la dépendance économique qui en résulte. Et en fait, dans la société actuelle, ben, les femmes ne sont considérées en fait que comme des instruments de production. Mais pour comprendre vraiment les dynamiques familiales qui entraînent violences sexuelles et violences sexistes, il faut aussi d'abord comprendre le rôle de la famille au sein de la société. Donc, comme on l'a dit, la famille existe depuis des millénaires, mais elle n'est pas restée inchangée pendant des millénaires. En fait, les bouleversements qu'ont connu les modes de production ont entraîné des transformations profondes dans l'organisation familiale. En fait, on pourrait dire qu'il n'existe pas de patriarcat transhistorique, dans le sens où les rapports familiaux, l'organisation familiale, ou le secret de l'organisation familiale et du travail reproductif ne sont pas à trouver dans l'organisation familiale en tant que telle, mais en fait dans les rapports de production de la société. Par exemple, ben, l'introduction de la grande industrie, qui est le fruit du capitalisme, a bouleversé les rapports familiaux, hein. Une grande partie de la production qui était initialement faite au sein des familles a été prise en charge par cette grande industrie. Enfin, voilà, le travail domestique aujourd'hui comporte beaucoup moins de couture qu'au XVIIIe siècle, mais plus d'aide scolaire, plus de courses ou des choses comme ça. Et un deuxième exemple peut-être, c'est celui de l'amélioration de la situation des femmes dans les pays européens suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu à cette période-là un énorme boom économique et donc en fait les capitalistes avaient besoin d'autant de force de travail que possible. Et pour cela, bon, les femmes ont dû rentrer dans la production et donc elles gagnèrent une meilleure position au sein de l'économie et donc une certaine indépendance économique vis-à-vis de leurs compagnons. Et bon, l'évolution des rapports familiaux est aussi le résultat de la lutte des classes, hein, dans le sens où on peut penser par exemple au développement des services publics ou des choses comme ça, qui ont été des acquis de la lutte des classes. Et donc, aussi un dernier point peut-être important pour bien comprendre le lien entre l'organisation familiale et la société actuelle, c'est qu'en fait, contrairement aux rapports de classe, les rapports familiaux n'ont pas entraîné des changements importants. Le capitalisme a littéralement refait le monde, la famille n'a pas joué ce rôle. Et donc, on voit qu'en fait, la famille est subordonnée au mode de production et au rapport et à la lutte des classes. Et donc, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quelle est la nature de cette subordination? Donc, ici, c'est difficile d'expliquer cette subordination pour toute l'histoire de la famille, parce que ça remonte à plusieurs millénaires, comme on l'a dit, donc je vais me limiter au capitalisme. Donc, le capitalisme, c'est une société qui se divise en deux grandes classes, hein, les travailleurs salariés d'un côté et la bourgeoisie de l'autre. Et cette division, en fait, se marque aussi au sein des familles. Donc, évidemment, toutes les familles dans la société actuelle ont une forme semblable. Dans toutes les familles, il y a une oppression des femmes. Mais pour comprendre en fait les dynamiques internes, il faut bien voir qu'il y a une distinction entre les familles des bourgeois et les familles en fait des travailleurs. Donc pour les classes dominantes en fait, et ceci c'est aussi vrai pour les sociétés antérieures au capitalisme, la famille en fait a permis en fait d'assurer la filiation du père en vue de l'héritage. En fait, il fallait contrôler, pour s'assurer de la filiation du père, il fallait contrôler la sexualité et le corps des femmes. Et donc c'est le rôle que la famille a joué. Et évidemment, cette position qu'ont les femmes dans la famille, hein, produit les violences sexuelles voilà, au sein de la famille. Et pour les familles de travailleurs, eh bien, c'est le lieu, comme on l'a dit, de la reproduction de la force de travail au jour le jour et aussi de génération en génération. Et donc,
bon, cette reproduction, elle est indispensable pour les capitalistes parce qu'elle leur assure de toujours avoir de la main-d'œuvre. Et voilà. Mais ce travail au sein de la famille, comme on l'a dit, ben, il est fait par les femmes et il n'est pas socialisé. C'est aussi important pour bien comprendre d'où viennent les violences sexistes au sein de la famille, de se dire que la famille, on pourrait dire, malgré ce rôle oppressif, reste absolument centrale pour des millions de personnes, dans le sens où c'est un lieu où on va, enfin, au sein d'une famille, ben, on a beaucoup plus enfin, on a de meilleures chances dans le système actuel, si on vit en famille, d'avoir, de réussir, enfin, de survivre, en fait, tout simplement. On a de meilleures chances économiques et psychologiques. Et beaucoup de personnes en fait mettent dans la famille leurs espoirs de relations réussies et finalement cherchent à remplacer ce qui a été détruit par l'exploitation et l'aliénation de la société capitaliste. Et donc cette contradiction en fait finalement entre deux rôles qui sont donnés à la famille, eh bien va créer des tensions et c'est de ces tensions que naissent finalement les violences au sein de la famille qui sont particulièrement dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Bon, alors évidemment, les violences sexistes et sexuelles ne s'arrêtent pas à la famille. On peut notamment penser aux femmes victimes de violences ou de harcèlement de la part de leurs supérieurs hiérarchiques sur leur lieu de travail ou au harcèlement de rue ou des choses comme ça. En fait, bon, ben, le système capitaliste est un système qui est basé sur la concurrence, alors entre les entreprises d'une part, mais aussi entre les travailleurs et les travailleuses pour avoir un emploi, pour avoir un meilleur poste au sein de l'entreprise. Et, et en fait, dans cette concurrence, les femmes, à cause de leur position sociale que je viens d'expliquer, eh bien, sont des cibles faciles pour le harcèlement et pour la violence. Et cette situation, en fait, est à l'avantage des patrons. Une travailleuse ben, n'ira pas demander une augmentation salariale si elle a peur de se retrouver seule avec son employeur ou son supérieur hiérarchique. Et en fait, c'est ce que montrent plusieurs études. Le harcèlement sexuel n'a pas tellement pour objectif de répondre à un désir sexuel, mais plutôt, en fait, de, entre guillemets, remettre les femmes à leur place. Et donc, en fait, la concurrence entre les travailleurs ben, pousse finalement les femmes à subir en silence le harcèlement et les violences sexistes. Donc, Annick, peut-être que tu pourrais nous éclairer sur le fait que est-ce qu'une société sans violence sexiste est-elle possible? Oui. En fait, la violence sexiste existe depuis tellement longtemps qu'on se demande est-ce que une société sans violence sexiste a-t-elle un jour exister est-elle possible? Donc, Mathis, tu l'as super bien expliqué, l'oppression des femmes est apparue avec le développement de la société de classe et de la famille comme cellule de la société. Et donc, ce n'est pas une cause naturelle, mais bien une construction sociale. Et donc, le facteur biologique est secondaire, en fait. Et une véritable émancipation des femmes et l'éradication des violences sexistes ne sont possibles que dans une société organisée sur d'autres bases sociales. Il faut revoir les bases sociales. On est encore dans une société au sein de la famille où pour aider la mère, la personne du foyer dans les tâches domestiques, c'est aux petites filles qu'on va demander souvent d'aider maman. Et bien souvent, les garçons peuvent aller jouer et faire des choses beaucoup plus intéressantes que faire du ménage. Donc, il faudrait une société débarrassée de l'exploitation des classes, de la propriété privée et permettre le libre développement de chacun et de chacune pour pouvoir être libéré des violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que tout le monde puisse s'épanouir et que tout le monde puisse cultiver ce qu'il a envie, ses intérêts, des activités, etc. Et pour arriver à tout ça, dans une société où tout le monde pourrait dégager du temps libre, les tâches reproductives qui sont aujourd'hui en majorité au sein de la famille
qui sont en majorité portés par les femmes, bien que les choses se soient améliorées. Beaucoup d'hommes mettent la main à la pâte, mais ce n'est pas encore, c'est loin d'être parfait. Ça devrait être porté par l'ensemble de la société. Et c'est pour ça qu'il faudrait développer plus de crèches publiques, des restaurants collectifs, on pourrait dire, où on pourrait, par exemple, après le travail, aller chercher le repas, ne plus devoir rentrer le soir à la maison et commencer vite vite à faire le repas et bien d'autres tâches domestiques. Je pense aussi à des laveries collectives, par exemple, et donc plein de services de ce genre. Donc, le seul groupe qui puisse renverser le capitalisme et donc les bases de la famille moderne et oppressante, ben, c'est ce qu'on appelle le prolétariat, le salariat, donc les travailleurs. C'est la seule classe qui, d'une part, n'a pas de lien avec la propriété privée lucrative, hein, et qui, d'autre part, a tendance à se renforcer avec le développement du capitalisme. Alors, évidemment, une société où la propriété est socialisée ne signifie pas que l'oppression des femmes disparaîtra du jour au lendemain, mais seulement qu'on aura pleinement les moyens de pouvoir l'éradiquer. Alors, au-delà de ça, ben, les prolétaires, la moitié des prolétaires, donc les travailleurs, ce sont des femmes. Et celles-ci jouent un rôle très important, un rôle moteur dans les luttes, comme on l'a vu notamment au Chili l'année passée. Peut-on penser que des millions de femmes qui auraient lutté contre le capitalisme décideraient, au bout de cette lutte, de laisser intacte l'oppression des femmes? Mais non. Les premières années de la Russie soviétique sont un bon exemple, en fait, dans la lutte antisexiste que permet une révolution sociale. Et d'après toi, comment pourrions-nous combattre ces violences en fait dans la société actuelle? Et que proposes-tu en tant que marxiste? Parce que il ne faut pas, enfin, ce que tu as dit plus tôt, c'est aussi qu'il ne faut pas laisser finalement la lutte contre la violence faite aux femmes et les violences sexuelles après une révolution, quoi. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes luttent ou souhaitent lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. On a, après le hashtag MeToo, de nombreuses femmes, mais aussi des hommes soumis en eux, sont descendus dans les rues du monde entier. C'est un phénomène mondial. Beaucoup de mouvements féministes se sont rapidement développés. Et donc, on a ces mouvements comme Balance son corps. Il y a aussi tout ce qui se passe dans le milieu du cinéma, tout ce qu'on a vu avec les réalisateurs, certains acteurs, donc tout ça est en ébullition et bouge pas mal, et c'est tant mieux. Donc, il est important d'aborder la question du consentement, de la sexualité, de la violence faite aux femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes aussi dans le cursus scolaire. C'est dès le départ, c'est dès la petite enfance que tout ça aussi doit intervenir. Il faut éduquer les jeunes. On a encore, et les choses s'améliorent, hein, mais on a encore souvent des endroits, si on prend dans les écoles ou dans les crèches, des endroits destinés aux petites filles avec la petite poussette, avec la petite cuisinière, les casseroles, etc. Et on a les camions et le reste, les outils pour les garçons. Je pense qu'il faut laisser les enfants choisir avec quoi ils ont envie de jouer et ce qu'ils ont envie de faire. Ça passe aussi par ça. Mais nous pensons aussi qu'il est illusoire de penser que tout ceci suffira à combattre les violences sexistes et sexuelles. C'est donc, comme on l'a dit, le résultat de l'organisation de la société et pas simplement d'idées à combattre ou d'une méconnaissance des hommes sur la question du consentement. Les comportements sexistes ne sont pas le résultat d'une vision sexiste et sexualisante des femmes présentes dans les médias,
dans la pornographie, on le trouve aussi dans l'éducation, etc. Ils sont plutôt le résultat de l'inégalité réelle que subissent les femmes et de l'organisation familiale depuis des millénaires. Et cette vision sexiste en est le résultat. Donc, nous soutenons toute amélioration légale sur la question. Nous sommes aussi assez sceptiques sur ses effets. La loi est fondamentalement la loi de la classe dominante. Et si des avancées peuvent être acquises, elles peuvent aussi être reprises. Hein. Ce qui est fait un jour peut être défait le lendemain. De plus, la seule réponse que les États capitalistes sont capables d'offrir, eh bien, c'est la prison. Quand les agresseurs vont en prison. Or, celle-ci n'est absolument pas adéquate. D'une part, elle n'offre aucune solution à long terme contre les violences sexistes et sexuelles. Et d'autre part, la prison est un lieu où il y a énormément de violences sexuelles. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Tout d'abord, nous pensons que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour se massifier et avoir une stratégie claire, on doit l'organiser. Donc, on appelle donc à la création d'assemblées mixtes dans des lieux de travail, dans les écoles, les universités, les quartiers, pour discuter de la lutte et du problème de ces violences, en s'armant d'un programme de lutte avec des revendications comme fin des discriminations salariales. À l'heure actuelle, à part la fonction publique, le salaire d'un homme et d'une femme n'est pas le même. À travail égal, compétences égales, années d'ancienneté égales, une femme gagne moins. Donc là, il y a déjà un grand combat. Alors, il faut une individualisation des aides sociales au sein du couple et leur développement. Il faut la création massive de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences. Il y en a, mais pas assez. Et il faudrait que ces centres soient sous le contrôle des assemblées de quartier. Il pourrait permettre de porter plainte sans passer par les commissariats qui sont humiliants. Alors, la police, et à nouveau, je ne vais pas généraliser, non seulement c'est humiliant, mais c'est aussi parfois violent. Nombre de femmes, et c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes ne portent pas plainte, ou quand elles vont se présenter à la police, elles seront jugées, par exemple, sur leur tenue vestimentaire ou par leurs attitudes. Et il arrive régulièrement qu'on leur dit on n'est pas étonné par rapport à ce qui leur arrive. Donc, ce n'est pas évident du tout. Et donc, pour éviter tout ça, il y a des initiatives, notamment à Bruxelles, il y a un centre qui s'est créé à l'hôpital Saint-Pierre, donc à la rue Haute, dans les Marolles. C'est un centre de prise en charge des violences sexuelles. Et donc, qu'est-ce qu'il a de particularité? C'est un centre, en fait, qui est où est réuni plusieurs unités qui s'occupent des violences sexuelles. C'est-à-dire que là, vous y allez, vous pouvez avoir une aide psychologique. Au même endroit, en même temps, au même lieu, vous pouvez porter plainte. Il y a des inspecteurs de police qui sont là et qui sont formés pour ça. Donc, maintenant, on a du personnel spécialisé. Et en même temps, vous pouvez, parce que vous savez que quand, par exemple, vous êtes victime de viol ou de coups, il faut des constats, il faut des prélèvements, ça se fait au même endroit. Donc, c'est vraiment une offre pluridisciplinaire et qui est faite par du personnel vraiment formé pour que les femmes se sentent vraiment entendues, écoutées, non jugées et prises en charge. Voilà. Alors, il y a la création massive aussi de centres pour hommes violents, pour ainsi permettre aux femmes violentées de rester chez elles sous le contrôle des assemblées de quartier. Pourquoi, quand une femme est victime de coups ou de violences sexuelles, pourquoi c'est elle qui doit partir et on doit l'isoler dans des maisons fermées?
Donc là aussi, elles sont pénalisées. C'est aussi pour les hommes violents, aussi faire une éducation de ces hommes et de comprendre comment ils en sont arrivés là et comment faire pour éviter que ça ne se reproduise aussi. Donc, nous prenons un plan de logement pour les femmes sous le contrôle des assemblées, un refinancement massif, évidemment, et développement des services publics, pour que ce soit la collectivité qui prenne en charge les tâches domestiques, donc les crèches, méandries, ce que j'avais expliqué un peu avant. Alors, pour imposer leurs décisions, ces assemblées donc démocratiques dont je vous parle, organisées, pourraient utiliser des moyens tels que la grève, en se liant notamment aux syndicats, aux partis de gauche. Cette grève doit évidemment être portée par les femmes, mais aussi par les hommes, ceux-ci ne devant pas jouer le rôle de priseurs de grève. Donc, c'est vraiment une collectivité. Et ces assemblées, enfin, pourraient être chargées de déterminer les lieux d'agression et d'organiser la sécurité à travers des comités de protection et d'autodéfense. Elles pourront aussi servir de tribunaux populaires lorsqu'un agresseur est trouvé et décider de prendre contre lui des mesures pertinentes. El Estado opresor es un macho